8 mai, dimanche 8 mai, il est 22h30 et quelques. Je me propose euh, de traiter de la question qui m'intéresse, mais qui peut être une question ouverte pour vous aussi. C'est la question des turpitudes. Évidemment, ça se présente au pluriel parce que euh, dans ce cas d'espèce, il ne s'agit pas souvent d'une turpitude, mais plutôt d'une série de turpitudes, et que quelque part, quand on vient à en faire l'énumération, on est plutôt à parler en termes comment dire, de globalité et non pas en termes d'unité. Donc là, on est en face d'un mot dont, évidemment, pour ma part, je ne connais pas l'historique, je ne connais pas l'origine, etc. Mais que je sais bien identifier pour pouvoir l'utiliser dans un contexte et pour parler d'une chose bien particulière, et c'est cela l'important, c'est d'être capable d'utiliser le bon mot pour comment dire, le bon mot au moment où on en éprouve le besoin. Fondamentalement, les mots peuvent, on peut se passer de la science des mots à partir du moment où on est tous d'accord sur une utilisation commune des mots. Nous avons des mots pour des usages spécifiques et nous n'avons pas besoin à chaque fois d'être des connaisseurs en philologie. Ce n'est pas ce qui est prioritaire. Et donc, les turpitudes, peut-être c'est un sens un peu moral, c'est peut-être quelque part attaché à un contexte un peu où il est question de parler de la faute, de l'inclination, plutôt c'est une chose qui pousse l'être humain à sortir du droit chemin, à commettre des choses réprouvables, que ce soit pour sa morale personnelle ou pour une morale ou par une morale collective. En tout cas, les deux morales se rejoignent quelque part en dehors, si on n'est pas dans un processus de confession, ou si on n'est pas dans un processus de confession euh, à la contemporaine, comme cela se passe dans le cadre d'une psychanalyse, nous sommes plutôt, nous traitons de nos turpitudes en fonction des occasions. Souvent, nous ne leur donnons pas ce terme, mais plutôt nous en parlons comme quelque part de façon parcellaire et pour essayer soit d'obtenir un peu comment dire, d'obtenir non pas le pardon, mais plutôt d'obtenir le pas l'amnistie, mais je ne trouve pas le terme qui est un terme religieux, l'absolution quelque part. Voilà.
on cherche à être absous de ses fautes, de ses dérives, euh, de ses actes dont, euh, dont on voudrait ne pas être dépositaire, ne pas être, comment dire, porteur jusqu'à la fin de ses jours. Donc, si turpitude, c'est aussi l'idée d'une sorte de, quelque part, une sorte de laisser aller dans un contexte de un peu narcissique, un peu auto-centré, quelque part. C'est pas la perte de contrôle, mais c'est à un moment donné le fait de céder à certains de ses penchants, à ses penchants les moins, peut-être les plus contestables, ou en tout cas ces penchants qui sont souvent en contradiction avec, euh, avec ce que la société propose, ou avec, pardon, ou avec ce que l'entourage euh, euh, avec ce que l'entourage trouve comme avec ce que l'entourage propose. Il y a donc nous avons quelquefois envie d'aller à la rencontre de certaines faire des découvertes, nous avons envie d'explorer, nous avons envie d'être dans quelque part dans notre propre quête, nous voulons expérimenter, toucher à des choses interdites, évidemment transgresser, retransgresser, transgresser un peu, transgresser beaucoup, transgresser de façon visible, de façon invisible. Nous voulons un peu toucher aux fruits interdits quelque part, toucher à être dans une sorte de non pas de rébellion, mais d'inversion des choses. Inverser les valeurs, inverser les priorités, inverser les principes. Souvent, quand on parle de turpitude, il y a une idée que quelque part, c'est un moment qui est un peu enclos entre un premier moment qui est celui de la, quelque part, d'une certaine pureté, d'une absence une absence d'incartade ou de choses dans ce genre. Et puis après, le deuxième pan de cette histoire, c'est plutôt après la commission des turpitudes, et quelque part, nous avons un moment, parce que c'est comme ça, il arrive un moment où nous arrêtons avec la commission de turpitude, peut-être avec les turpitudes qui sont les plus personnelles, les plus poussées, les plus peut-être les plus à même de créer des divergences, de créer de la de créer de la quelque part du chaos, de désorganiser. On revient donc vers la deuxième partie ou la troisième partie de sa vie, vers peut-être une certaine modération, un refus d'être dans des postures ou un peu
très personnel, nous revenons un peu vers le consensus, ce qui fait consensus. Et donc, nous avons cette période de la commission des turpitudes qui est là et qui, à un moment donné, devient un peu enfermée sur elle-même. Donc, on close et nous devons, et nous la visitons. Nous y revenons de temps en temps pour en faire un peu le tour, parce que nous, nous y sommes rattachés, nous sommes attachés, et on ne peut pas faire le tri, on ne peut pas comme ça, comment dire, découper. S'il est possible de faire des découpages sur un plan abstrait, sur le plan de souvenirs ou de la remémoration ou des évocations, ça ne se présente pas de façon aussi tranchée. Et puis, il y a quelques petites turpitudes qui continuent d'exister. Certes, elles sont silencieuses, elles sont souterraines, elles continuent d'être là, mais nous ne les défendons plus. Il n'est plus question de défendre des choix particuliers et de quelque part presque d'en revendiquer la paternité, d'en être fier et d'être dans une démarche presque un peu agressive, un peu une marche de confrontation. Nous revenons de ce désir de confrontation et nous revenons à des positions beaucoup plus positions de quiétude. Nous professons plutôt, commençons à professer la juste voie, la médianeté. Nous sommes plutôt pour une certaine équilibre entre les forces contraires, entre nous pesons et nous essayons de voir ce qu'il est possible, comment dire, de choisir ou de suivre, puisque nous sommes confrontés à des risques d'isolement, à des risques d'ostracisme, etc. Nous n'avons plus cette force qui nous permet d'être dans la conquête, dans l'élan. Nous sommes plutôt en attente. Nous attendons que les autres s'intéressent à nous et donc nous ne cherchons pas à les faire fuir ou à les éloigner de nous. Nous cherchons plutôt à nous rapprocher d'eux quelque part et pour cela on choisit d'être un peu dans un certain apaisement. Nous devenons quelque peu lisses, avec très peu d'aspérité, très peu très peu de singularité. Nous ne sommes plus dans et voilà, donc turpitude, parce que la question est justifiée et légitime par rapport au fait que souvent nous sommes défaits, nous revenons de nos turpitudes. Et donc peut-être que le mot lui-même, il inclut ce retour vers la source des choses.
Et quelque part, il inclut aussi ce cheminement, qui est un cheminement, quelque part, un côté prévisible. À un moment donné, l'être perdu va se rendre compte qu'il est perdu, va se rendre compte qu'il est sur la mauvaise voie, et il va faire tout ce qu'il faut pour réintégrer les valeurs quelque part intemporelles, les valeurs indépassables. Euh, et donc c'est l'échec, c'est l'aveu de l'impuissance, c'est l'aveu d'une certaine défaite, d'une certaine incapacité à, à vivre sa vie, à mener ses combats jusqu'au bout, à mener ses transgressions, ses dépassements jusqu'au bout du bout, puisque et parce que certaines transgressions, certaines rébellions en fait, sont légitimes malgré tout. Mais nous connaissons très bien le sort de ceux qui font profession de prophète, profession de, de d'éveilleurs de conscience, aux professions d'initiateurs, aux professions de... Et à chaque fois, la société ne leur est pas favorable, elle ne leur fait pas bon accueil. Et de par le passé, elle les mettait à mort. À une autre époque, elle les met plutôt à l'asile parce que, donc, dans une certaine, des fois, l'aboutissement de la démarche est plutôt un ancrage dans l'anticonformisme et peut-être l'apparition d'un comportement qu'on pourrait qualifier de délirant, mais un comportement marginal, un comportement qui, qui n'est pas, qui n'est pas compatible avec les valeurs d'une société qui cherche plutôt à, planir les différentes, à apaiser les tensions, quitte à les déplacer dans le futur, quitte à ce que les choses qui sont difficiles soient réglées beaucoup plus tard. Nous n'aimons pas les gens qui mettent le doigt sur sur la blessure. Nous préférons plutôt faire en sorte de ne pas voir cette blessure et nos blessures, et en espérant qu'elles se guériront d'elles-mêmes, ce qui peut arriver, mais ce qui peut aussi ne pas arriver. Et donc, turpitude est un choix pour dire que malheureusement, puisque c'est aucune de mes sorties n'a été couronnée de succès, et que par défaut personnel, puisque maintenant on parle beaucoup, par rapport à beaucoup de choses, on parle de défauts génétiques, là je dirais qu'il y a un défaut de fabrication que j'ai, qui n'est pas génétique, mais un défaut personnel qui fait que je ne vais jamais au bout des choses. Donc, obligé, dans ce jour, de confesser que j'ai été, la victime, peut-être consentante, de mes turpitudes, et que je viens faire demander pardon, faire vœu, demander vœu de pénitence, et
quelque part, c'est malheureux, c'est désolant que ça se passe, que ça finisse ainsi. La marge de liberté, aujourd'hui, il y a un terme pour parler des initiateurs, les lanceurs d'alerte. Il y a ce qui, comment dire, la, les choses ne sont pas toujours comme on les imagine, comme on les a imaginées. À un moment donné, on peut avoir des propositions intéressantes, mais l'environnement extérieur ne leur accorde aucun intérêt, aucune légitimité, et quelque part on nous renvoie à nos propres limites en disant que peut-être il faut pas, ce qu'il faut apprendre, c'est de ne pas imposer ses opinions aux autres, et on est réduit à faire un retour complet vers sa propre intériorité, alors qu'en fait, on était plutôt dans une ambition de sortie de soi-même. Peut-être imposer son propre délire, s'il faut parler en termes de délire, ce que je n'accepte pas. C'est, comment dire, il y a des choses qui ne se passent pas bien. Le constat est là. Certaines choses ne sont pas bien. En tout cas, même si certaines choses dont l'impression de bien se passer, elles ont automatiquement, mécaniquement, un potentiel de malfonctionnement. À un moment donné, la panne est toujours à prévoir. Les dysfonctionnements qui étaient mineurs peuvent devenir vraiment, vraiment déterminants. Et donc, il y a des gens, j'ai envie de le dire, il y a des personnes qui perçoivent perçoivent les dysfonctionnements à venir dans un contexte social particulier et qui voudraient apporter, qui voudraient alerter, qui voudraient avertir les autres, donc sur les précautions, sur sur ce qu'il faut faire pour essayer d'atténuer l'impact de tel ou tel dysfonctionnement, de telle ou telle dégradation, etc. Donc il y a donc soit effectif, soit en potentiel, en probabilité, des dysfonctionnements, et il y a un besoin chez certaines personnes d'alerter, de proposer des solutions pour traiter de ces dysfonctionnements. Seulement, il faut aussi avoir le langage, il faut aussi avoir la force de conviction, les arguments pour pouvoir défendre ses visions ou ses pressentiments. Or, là, le langage ne s'acquiert pas au premier temps de la vie. La force de conviction, l'attractivité, on l'a ou on l'a pas. Et puis, souvent, il suffit de quelques échecs, de quelques personnes qui, je ne trouve pas un autre terme, alors j'utilise celui-là, persifleuses. Il y a des gens qui qui ne présentent, qui n'accordent aucune considération à certains propos, et ils sont prêts à vous renvoyer
comme si vous étiez rien du tout, c'est à vous nier dans votre être et à nier le fait que vous soyez porteur d'une proposition. Souvent, il s'agit d'une proposition, d'un appel, s'il faut. Le problème, ce sont plutôt les convictions. En face de nous, des gens qui ont des convictions et qui sont prêts à reproduire ces convictions, presque un attachement fétichiste à une vision, à une pratique. Et il n'y a pas la moindre prédisposition presque à la contestation, alors que la contestation est une loi qui doit être encouragée, parce que la contestation est quelque part comme une préparation, comme comment dire, pour un corps, un organisme, une société, être prêt quand nous apprenons un sport de combat, self-défense, il s'agit de prévoir des situations très diverses. Donc, évidemment, quand on apprend cette technique, on ne va pas chercher à la pratiquer dans la vie. On cherche à être prêt, mais on ne va pas provoquer. Et donc, par contre, on n'espère pas rencontrer les conditions qui vont nous obliger à faire usage de telle ou telle technique selon le type d'agression, etc. Mais nous devons être prêts. Donc, la contestation, c'est comme la préparation pour faire face à ce qui peut être de l'ordre de l'inattendu. Quelque part, quelque chose qui vient contester ce qui est la règle, ce qui est l'ordre des choses. Et, donc, contester pour garder une certaine disposition mentale à l'adaptation. À l'adaptation. Et quand on a en face de nous des gens qui ont une vision quelque part à prétention intemporelle, quelque part nous la vision et toute vision est historique, elle n'est pas trans-temporelle, elle a une temporalité, elle a un contexte social, et comme les contextes changent, à un moment donné, ce qui était actif, ce qui fonctionnait dans un contexte, peut ne pas fonctionner, et il y a besoin de nouvelles formulations, de nouvelles propositions. Donc j'ai un peu globalisé la chose, alors qu'en fait je voulais parler, je me suis donné un peu le beau rôle. En fait, les turpitudes c'était juste, et évidemment j'ai évité de prononcer certains mots, et évidemment, toujours faire attention. Mais en fait, l'idée c'était qu'à un moment donné, les turpitudes c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime. À un moment donné, j'ai cru, non pas à ma force, mais j'ai cru à quelque chose qui est de l'ordre de... Quelque part, je n'écoutais plus que moi-même, à un moment donné, si je me souviens bien, hein, parce que ce sont des mots qui viennent après coup, après... évidemment, c'est obligatoirement,
c'est une recréation. Là, je ne suis pas dans la condition, la production de ce sentiment, mais je parle de ce sentiment 20 ans après, 25 ans après, 30 ans après, ce qui obligatoirement devrait devrait m'obliger à être dans le relativisme. Donc je n'ai pas de proposition tout à fait véridique à dire, à présenter. Je dirais que j'ai à un moment donné peut-être cru à mon esprit, dans mon esprit quelque part, je me suis dit il y a de la force, il y a de la puissance. Et à un moment donné, j'ai cru que peut-être que je pouvais vivre sans être rattaché à des éléments bien précis, sans être obligé d'appartenir, sans quelque part, j'ai cru que je pouvais développer et d'abord être fidèle à mes propres convictions, à mes propres intuitions, et que c'est ça qui était l'important, et ce n'était pas d'être en conformité avec un groupe ou un autre, ou d'être en communion avec d'autres. Je cherchais plutôt à être d'abord dans la, pas la défense, mais plutôt dans l'élaboration de mon propre cheminement intellectuel. Le problème, c'est qu'il y a cette envie, après il n'y a pas de passage à l'acte, dans le sens où il n'y a rien de concret, il n'y a pas eu production d'une proposition claire, écrite, qui dit voilà, aujourd'hui je suis la rupture, je prône la rupture, je prône le détachement, je prône la séparation. Il n'y a pas eu ça, ou alors ça aurait pu être une proposition de ce genre. J'annonce la naissance d'un être au monde. Aujourd'hui, je suis né au monde, je suis né seul, j'ai décidé de ma naissance, je n'ai pas, je ne suis affilié à rien, je ne suis, j'appartiens à rien, je crée mon appartenance au fur et à mesure de mes besoins. J'appartiens à, mon, à mes visions, je reprends encore le terme d'intuition, j'appartiens au chemin que je vais emprunter, j'appartiens à ce qui va advenir et non pas à ce qui a été, à ce qui est encore. Je suis dans la... je suis... je ne marche dans les pas de personne, je crée mon propre cheminement, et quelque chose qui est en fait d'une sorte non pas de culte porté à soi-même, mais une sorte de célébration de soi-même. C'est ça la turpitude suprême, c'est de croire en soi-même et de s'auto-célébrer. Et là où il y a le danger, donc je parle après coup, donc il est possible que les choses n'ont jamais été aussi loin et qu'il s'agit juste d'une vision très, très postérieure. Et donc il faut faire attention à toutes les conclusions on peut tirer de ce genre d'affirmation. Peut-être que ces affirmations n'ont jamais eu lieu. En tout cas, le sentiment d'avoir quelque part été une sorte d'avoir voulu être un électron libre et d'avoir fait un peu
ou pensé, ou voulu, ou espéré. En tout cas, d'avoir entrepris, ne serait-ce que mentalement, de vadrouiller. Vadrouillage sans, un vadrouillage personnel, un vadrouillage solitaire. Euh, pour le mot errance, je le réserverai à un autre contexte. Là, et donc, après cette phase quelque part de base de cette phase euh, quelque part de pas ou d'expérience ou de pensée sans presque pas sans intérêt mais et donc voici venu le temps de porter un jugement. Malgré tout, on est dans l'obligation de porter un jugement et de dire aussi que malheureusement la perception qu'on a de soi est une perception qui est toujours en demande de complétude. Nous avons toujours une vision, une approche qui appartient au moment de sa survenue. Et il est évident qu'elle ne peut pas contenir les éléments qui ne sont pas encore actifs, qui n'ont pas encore été produits. Et donc, c'est la vision qu'on a de soi-même, elle n'inclut pas le changement, elle n'inclut pas les altérations, elle n'inclut pas les facteurs extérieurs, elle n'inclut pas comment dire, les conséquences peut-être insupportables d'un choix. Nous voyons ou nous pressentons des choses, mais nous ne voyons jamais concrètement les résultats, malgré qu'on ait quelques propositions. Il faut faire l'erreur et quelque part aller jusqu'au bout pour après se mettre à faire des conclusions, à tirer des leçons. Et donc, je ne sais pas à quel moment on sortirait de cette situation insupportable et que quelque part chaque chose qu'on ferait serait tenue par l'élément temporel, par l'intégration, par la nécessité d'intégrer le côté aléatoire, le côté peut-être le côté malchanceux dans l'aléatoire. S'il y a des choses intéressantes, ce n'est pas grave, mais l'aléatoire, c'est dans sa version, dans son versant plutôt, le moins, je veux dire, le moins amical, le moins collaboratif. Et c'est cela qu'il faut essayer de tenir. Aujourd'hui, en ce jour, il ne s'agit plus de je suis en retrait de tout et quelque part ça me protège d'une certaine façon des conséquences des interactions sociales. Donc il me reste juste mon corps qui est là et peut-être la, comment dire, pas la pesanteur, ou plutôt la force de mon désir de vivre. Mon corps est là, il m'impose un terme, il dit obligatoirement, ton terme va être
assez précoce. Et donc, donc, il est possible que je puisse prolonger un peu, tirer un peu sur euh, euh, quelques années, tirer, prolonger un peu les choses, et que le terme sera toujours un peu plus tôt un peu plus tôt que si mon corps n'avait pas été atteint. Et donc c'est uniquement dans donc les turpitudes n'ont plus lieu d'être. Les- je ne sais pas si c'est en relation avec ce que je viens de dire. Je commence à fatiguer. En tout cas, je ne sais pas si je fais bon usage du mot turpitude. D'ailleurs, j'ai du mal à le prononcer. Turpitude, c'est vraiment un drôle de mot avec ses T, avec ce qui l'oblige à faire comme contorsion. Turpitude, turpitude. Fait, ce français, qu'est-ce que c'est que cette langue-là? Turpitude. Il faut que ça soit le français pour être dans une. On a un problème rien qu'avec les mots. Certains mots viennent très facilement et certains mots sont vraiment une épreuve pas possible. Il n'y a aucun plaisir à dire le mot turpitude. C'est vraiment, il faut être conscient pour pouvoir être vraiment dans l'instant, pour pouvoir le prononcer comme il faut, sinon ça sort n'importe comment. Donc voilà, donc c'est une proposition qui peut-être aurait mérité un traitement plus intéressant, peut-être plus étoffé. C'est toujours le problème. On décide du traitement d'une chose, puis soit c'est la fatigue qui vous prend, soit c'est les mots qui vous manquent, soit c'est un besoin physique qui arrive et qui vous impose de vous arrêter. En tout cas, je voulais finir avec cette proposition. Et donc, je dois déclarer que je suis en plein travail de pénitence, une certaine pénitence, et que je suis revenu de mes turpitudes malgré moi. Et que voilà, la leçon de tout cela, c'est que on est en avançant dans l'âge, on est réduit à pas grand-chose, on n'a plus de prétention, on est plutôt dans une certaine résignation, le fait déjà on est dans un certain processus, devant un certain processus comment dire, de délaissement, on se défait de tout, on laisse tout ce qui quelque part a été important pour nous, euh, nos constituants philosophiques ou autres, et nous devons plutôt essayer de quitter ce monde avec peut-être avec le plus léger possible. Ça ne sert à rien de partir alourdi par les certitudes, par les convictions. Les convictions ne sont en fin de compte qu'aussi qu'une forme de turpitude, une trop grande foi en soi, et quelque part nous pensons comme nous sommes une espèce à part et que nous avons droit au salut éternel et que nous avons droit à la rédemption. Et voilà. Mais de toutes les façons, de toute cette histoire, il faut dire un peu, il faut défendre la liberté, aussi la liberté d'être dans l'erreur, d'avoir cette turpitude à soi et de pouvoir en être un peu fier quelquefois. Et voilà. Donc, à bientôt.